Je vais présenter les résultats d'une étude que l'on a donc réalisée pour le compte d'Adobe, une étude sur les intentions et les aspirations des Français pour cet été, et un deuxième volet sur une photographie des pratiques de réservation. Donc cette étude repose sur les résultats d'une enquête en ligne réalisée récemment, il y a à peu près 2 semaines, auprès d'un échantillon de 1000 Français représentatifs de la population connectée à Internet. Donc maintenant, on est à peu près calé sur l'ensemble de la population française. Il peut y avoir un tout petit décalage sur les tranches d'âge supérieures, les personnes les plus âgées, mais c'est en train de se résorber, donc on est assez conforme à la population française. Petite spécificité malgré tout sur l'échantillon, c'est qu'il fallait que ces personnes soient des voyageurs. Pour nous, on a été assez large dans cette définition. Il fallait que ce soit des personnes qui ont voyagé au moins une fois au cours des 2 dernières années. On aurait pu faire une fois au cours de la dernière année, mais comme on est dans un contexte très particulier, beaucoup de personnes se sont interdites de se déplacer et du coup, on a élargi la période. Donc 2 grands thèmes, les aspirations, les intentions pour cet été et puis les pratiques de réservation, une photographie avec en complément aussi des informations sur les dispositifs relationnels associés à ces pratiques de réservation. Donc première partie, les intentions et les aspirations pour cet été. On a vu cette période de confinement a créé beaucoup de frustration, beaucoup de manque. Bon, c'est pas une surprise. Ce qu'on a voulu tester, c'était quelle était la place du voyage par rapport à ces manques. Donc on voit en orange la place du voyage, mais si on additionne ces deux items, les voyages à l'étranger et les voyages en France, ça place le voyage au premier rang de la hiérarchie des manques liés aux restrictions. Donc on peut considérer que si on assouplit les restrictions, si on libère d'une certaine façon les voyageurs, il va y avoir un appel d'air et un effet très fort sur le marché. On verra avec les acteurs qui vont témoigner par la suite quelle est la réalité dans leur activité à ce niveau-là. Je ne vais pas détailler dans l'étude, vous avez tous les détails par tranche d'âge, mais il y a un effet générationnel évidemment qui est non négligeable. Les plus jeunes voyageurs, évidemment plus de frustration à tout ce qui est autour des activités, des soirées, et les plus âgés, beaucoup plus de frustration, de manque autour de la visite des proches. On a voulu aussi savoir dans quel état d'esprit se situaient les voyageurs actuellement à l'approche de ces vacances d'été, en leur demandant comment ils voyaient leur situation personnelle à un horizon de 6 mois. Est-ce qu'ils pensaient que ça allait s'améliorer ou plutôt se détériorer? Le solde des opinions laisse penser qu'il y a un léger vent d'optimisme finalement. Il y a plus de personnes qui considèrent que la situation va s'améliorer que ceux qui considèrent qu'elle va se détériorer. Donc là encore, c'est plutôt un effet positif pour le marché dans les prochains mois. Malgré tout, si ça ne se concrétisait pas, si finalement la situation économique devenait tendue, un certain nombre de mesures de soutien vont disparaître progressivement, malgré des plans de relance avec des montants tout à fait significatifs. Rien n'assure fondamentalement que la situation ne pourrait pas se détériorer pour un certain nombre de personnes. Donc le voyage reste malgré tout un secteur exposé, puisqu'on a près de 20% des Français qui placent les vacances, les voyages parmi les 3 domaines les plus exposés. Cela place le voyage finalement un peu au milieu, sur tous les thèmes qu'on a testés, au milieu supérieur des secteurs les plus exposés. Ce n'est pas le premier, mais finalement il se positionne quand même assez haut. Juste derrière aussi d'autres activités de loisirs qui sont elles aussi fondamentalement exposées. S'agissant des intentions pour cet été, donc on a figé la situation au 18 mai, donc il y a 2 semaines. Les choses ont pu évoluer depuis. Des projets ont pu se concrétiser, des projets ont pu avancer. Malgré tout, on voit qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, puisqu'on n'a qu'à mi-mai que 29% des Français qui avaient déjà organisé leurs vacances. Et si on ajoute à cela ceux qui sont certains de partir, ça fait juste un peu plus de la moitié des Français dont on a à peu près la certitude qu'ils vont partir. Donc finalement, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les intentions pour cet été. Surtout si on voit que à peine 40% ont déjà totalement finalisé le choix de destination de séjour. Donc là aussi,
beaucoup de marge de manœuvre pour les acteurs du tourisme pour arriver à convaincre des voyageurs de venir dans leur territoire. On a aussi 20% dans cette question qui n'ont rien prévu pour le moment ou qui considèrent que c'est très improbable qu'ils partent. À titre d'information, dans notre échantillon, en 2020, il y avait 24% qui n'étaient pas partis durant l'été. Donc vraisemblablement, le taux de départ sera supérieur cette année qu'il l'était par rapport à l'année dernière. On voit que les freins au départ, ils sont multiples, mais les craintes liées à la pandémie sont très fortes. Les contraintes économiques, on en a parlé juste avant. Et puis, un point important qui est un peu qu'on retrouve dans toutes les années, c'est le souhait de voyager en décalé pour éviter l'affluence, pour avoir des conditions de prix meilleures. On pourrait considérer que cette année, sur la destination France, cet impact de vouloir voyager en décalé pour éviter l'influence pourrait être important, puisqu'on a vu, on verra par la suite qu'il y a évidemment, sur certaines zones, il peut y avoir un effet de saturation. Malgré tout, sur les intentions de départ, et notamment sur un certain nombre de destinations qui sont pour le moment soumises à restrictions, évidemment, la levée de ces restrictions pourrait convaincre un certain nombre de personnes de partir. Et puis, on voit, il y a l'effet vaccination, avec une forte croissance du nombre de personnes qui sont vaccinées et des possibilités d'être vaccinées. C'est généralisé à l'ensemble des Français désormais. Donc peut-être que là aussi, il pourrait y avoir un effet positif sur les vacances d'été 2021. Voilà, j'avais un petit blocage sur mon slide, juste pour vous montrer dans ce slide que on voit que sur les départs à l'étranger, dans un pays européen, il y a ceux qui sont certains d'y aller, mais il y a aussi tous ceux qui pensent que c'est possible. Et ça dépendra évidemment de la levée de ces restrictions, de leur situation personnelle, et puis voilà, de l'évolution du contexte sanitaire. Sur les typologies de destination, la mer reste privilégiée, c'est cette année comme les autres années. Mais malgré tout, sur le choix de la destination, que ce soit la mer, la campagne, la montagne, mais même la ville, finalement, qu'on considère comme délaissée dans ces périodes de pandémie, finalement, si la situation s'améliore, il peut y avoir des très bonnes surprises aussi sur des destinations urbaines. Alors là, on a évidemment des effets de génération aussi qui sont très importants, notamment sur l'étranger. Les personnes qui sont les plus rétives à partir à l'étranger sont les personnes les plus âgées, les plus jeunes, ont beaucoup moins de freins, même s'ils en ont aussi. Tous les jeunes, voilà, des jeunes peuvent être aussi inquiets par un certain nombre par la maladie, mais aussi pénalisés par un certain nombre de restrictions et donc être freinés sur des voyages à l'étranger. Ce qui est important de voir dans cette incertitude, c'est que si la destination est très importante dans les critères de choix, dans ce qui va décider les voyageurs pour cet été, ce n'est évidemment pas l'unique critère de décision. Et on voit que l'hébergement, la qualité, le confort de l'hébergement est également très important, décisif pour 30% et important pour plus de 80%. Donc évidemment, si la personne ne trouve pas satisfaction sur un hébergement parce que c'est une zone qui est maintenant très saturée ou parce qu'il n'y a plus de disponibilité, ça pourrait le conduire à choisir des destinations autres. Pourquoi pas à l'international, sur des destinations finalement qui sont moins impactées par l'afflux de voyageurs que peut l'être la France actuellement. On en parlera avec nos intervenants dans la suite de cette conférence. On a plusieurs typologies d'hébergeurs qui vont venir parler. On pourra leur demander quelle est la situation à ce niveau-là. Je ne vais pas détailler les autres critères parce qu'on n'a pas le temps. Vous aurez le détail dans l'étude. On voit que la protection de l'environnement n'est pas un critère décisif pour beaucoup de gens. Malgré tout, ça reste maintenant une dimension importante. Et dans l'étude, on voit bien aussi que, notamment pour les choix d'hébergement, c'est une dimension qui compte. Et l'environnement, c'est aussi une dimension qui prend de l'importance dans les pratiques au quotidien pendant son voyage, limitation de l'usage de la voiture. La voiture reste le mode de transport privilégié pour aller à destination, mais une fois à destination, cette envie de réduire l'usage de la voiture, des pratiques positives dans la gestion des déchets,
dans le choix d'une alimentation locale. Voilà, beaucoup de pratiques du quotidien personnel pour limiter son impact environnemental. Le type d'hébergement choisi ou envisagé, on voit que c'est évidemment un critère très important, l'hébergement. Bon, la location de vacances reste le mode privilégié, même si là aussi il y a aussi beaucoup d'incertitudes devant l'hôtel, l'hébergement de plein air, les campings et les résidences de vacances, et un poids non négligeable des résidences de famille, résidences secondaires, maisons de proches ou appartements de proches, notamment pour les plus jeunes qui aiment bien profiter des résidences de leurs parents. Les aspirations pour cet été, donc le temps des vacances pour les Français pour cet été, mais c'est sans doute encore plus fort cet été, c'est la nature, la contemplation, les paysages, les découvertes, mais c'est aussi le temps du calme et du repos. C'est très très net dans ce graphique. Alors bien sûr, il y a des effets de génération qui sont aussi très forts. La nature, c'est une aspiration qui est plus faible dans les réponses des plus jeunes parce qu'ils privilégient, dans les 3 réponses qu'ils pouvaient donner, ils privilégient d'autres thématiques, notamment la fête, retrouver le goût de la fête et les activités, notamment les activités sportives et ludiques. Sur la sécurité sanitaire, qui était un grand sujet évidemment avec cette pandémie, on a voulu tester un certain nombre de lieux importants dans les moments de vacances, les lieux fréquentés ou les transports fréquentés, et de voir comment les voyageurs considéraient ces différents lieux. Donc sur l'hébergement, finalement, c'est assez positif. On considère que c'est plutôt très sûr, notamment l'hôtellerie, mais aussi les locations de vacances. Ça diminue sensiblement pour l'hébergement de plein air, les campings, mais il faut relativiser ici parce que ce sont des domaines qui sont moins généralisés que l'hôtellerie, les gens connaissent moins. Et donc si on resserre sur les gens qui ont l'intention de partir en hébergement de plein air, les taux remontent très fortement. On est à plus des 2 tiers des voyageurs qui, dès lors, considèrent que ce sont des lieux sûrs d'un point de vue sanitaire. Donc ils récompensent l'effort qui ont pu être mené par les acteurs de ce secteur. Dans le transport, c'est pareil. Ceux qui empruntent ces moyens de transport, finalement, sont plus positifs sur ces aspects-là. Malgré tout, il reste du travail pour convaincre les voyageurs de reprendre ces moyens de transport collectifs. Un certain nombre de personnes, et notamment les plus âgés, ont quand même des réticences très fortes, et donc il faut communiquer sur les moyens mis en œuvre et l'aspect sécurité sanitaire qui est déployé dans le cadre de ces voyages. On aura Air France et SNCF, on pourra peut-être leur poser une question dans ce domaine-là sur ce qu'ils ont entrepris. Voilà pour la partie intention. Vous aurez le détail évidemment dans les rapports qui seront mis à disposition dans quelques temps, dans quelques jours après cette présentation. Je vais faire un focus rapide sur les pratiques de réservation dont on parlera aussi dans les débats qui vont suivre. Une photographie des pratiques des Français en la matière. Donc, quelle est la place des canaux numériques suivant les segments de marché? On voit qu'il est dominant partout et extrêmement dominant partout, sur tous les segments qu'on a testés. Une particularité, c'est le poids de l'application mobile qui est plus fort sur le billet de train et le billet de voyage en autocar, lié à la typologie du produit, à la nature du produit qui permet facilement cette commande par smartphone, mais aussi un effet de structure, puisque les plus jeunes voyageurs ont tendance à plus utiliser le smartphone que les personnes plus âgées. Et la structure de clientèle, notamment pour le voyage en autocar, mais aussi pour le train, est plus jeune. Et donc, finalement, ça peut expliquer aussi une partie de la différence. Si on se place sur la dernière expérience de réservation, donc là, on a testé dans différents segments de marché la dernière expérience réalisée au cours des 2 dernières années. Mais on a une large majorité, notamment dans l'hébergement de vacances, pour lesquelles la réservation a été faite au cours de la dernière année. Donc ce sont des expériences récentes. On voit que le canal numérique est vraiment très dominant, plus de 80% dans la billetterie aérienne et près de 80% dans l'hébergement de vacances. Quelques spécificités malgré tout. Dans l'hébergement de plein air,
encore beaucoup de réservations par téléphone, aussi liées d'une certaine manière à la fidélité que peuvent avoir un certain nombre de voyageurs par rapport à ces établissements. Et puis, dans les résidences ou clubs de vacances, le poids des agences qui reste encore important, sans doute lié pour partie au fait que cela se fait dans le cadre de voyages à l'étranger, où on sait que le recours à l'agence est plus important. Sur le smartphone, un développement donc des réservations depuis un smartphone. Ce qu'il faut noter sur le smartphone, et ça a été une surprise pour moi finalement, dans le cadre de cette enquête, c'est que l'application ne domine pas dans les réservations sur smartphone. On a un équilibre à peu près 50-50 s'agissant de l'aérien, s'agissant de l'hébergement de vacances. Et dans l'aérien, finalement, le site internet pèse plus que l'application. Une fois qu'on a vu qu'une large majorité des voyageurs passaient par le canal numérique, on leur a demandé vers quel type d'acteur ils s'étaient portés. Ce qui ressort très fortement, en particulier dans l'hébergement de vacances, c'est le poids très fort et le développement. Alors hégémonique est peut-être un mot exagéré, mais c'est plutôt la tendance vers cette tendance vers l'hégémonie de quelques plateformes. Vous les connaissez bien évidemment, Booking.com dans l'hôtellerie et Airbnb dans la location de vacances. Ce n'est pas une surprise. Ce qui est important de voir ici, c'est le niveau. Plus de 40% de réservations en ligne, sachant que 80% sont faites en ligne. C'est tout à fait important et ça montre le poids de cet acteur sur le marché. Évidemment, pour certains acteurs de l'hôtellerie, un certain nombre de questions qu'ils se posent par rapport à cette domination et des régulateurs, évidemment, qui s'interrogent également. Malgré tout, on peut relativiser aussi en se disant que sur beaucoup de segments, finalement, la relation directe entre la marque, que ce soit un établissement ou une chaîne, un réseau, est prédominante. C'est le cas dans l'hébergement de plein air, dans les résidences de vacances, où on voit que 3/4 des réservations en ligne, finalement, sont faites directement vers le réseau ou l'établissement. Dans le transport aérien, la réservation directe, c'est aussi la majorité des réservations. Ce qu'il faut noter malgré tout dans l'aérien, c'est que même s'ils réservent en direct, ça ne les empêche pas de passer par un comparateur. 60% de ceux qui ont fait une réservation en direct étaient passés auparavant par un comparateur de prix. Et de la même façon que dans l'hébergement, il y a beaucoup de fidélité aux établissements. Alors ça favorise évidemment la relation directe, mais certains malgré tout, même s'ils vont séjourner dans un établissement qu'ils connaissent déjà, vont repasser par des plateformes type Booking ou autres, par un intermédiaire. Dans ce cadre-là, quels sont les leviers finalement de fidélisation et qui permettent d'établir un lien durable avec le voyageur? Il y a évidemment l'application. On voit que beaucoup de voyageurs finalement ont des applications de voyage sur leur téléphone et dans beaucoup de domaines différents. Mais autre point qui est à noter sur ce graphique, c'est que dans beaucoup de domaines, et notamment dans les plateformes hôtelières d'hébergement de vacances, c'est qu'ils n'en ont qu'une. Donc on voit que l'écosystème applicatif a tendance à favoriser cette hégémonie d'un acteur. On peut relativiser en rappelant quand même que la moitié des Français qui utilisent leur smartphone ne passent pas par l'application mais par le site internet. Donc ça recrée finalement de la concurrence sur cet équipement. Les programmes de fidélité sont également très développés dans beaucoup de domaines, on le voit. Et là encore, ce qui est à noter, c'est qu'effectivement, ils ont plutôt tendance à en avoir qu'un dans chacun des domaines. Donc là encore, peut favoriser d'une certaine façon ce développement hégémonique. Pour finir sur les dispositifs relationnels, vous avez le détail dans l'étude, mais je donne quelques indications. Finalement, quand le voyageur va partir en vacances, avant de partir, ils sont très nombreux à télécharger des applications utiles. Soit les applications des acteurs avec qui ils ont passé des réservations, c'est notamment le cas dans l'aérien, où on voit évidemment de manière très intuitive quel est le bénéfice qu'on peut en tirer pour l'embarquement, pour les alertes, pour la gestion, être alerté sur les heures de départ, sur les terminaux, bref, beaucoup de bénéfices. Et les compagnies peuvent en profiter pour
enrichir l'expérience, créer le lien avec leurs voyageurs par le biais de cette application. Sachant qu'une majorité des voyageurs sont prêts à partager de l'information sur eux-mêmes, sur leur projet de vacances, que ce soit en amont pour préparer ce voyage, pour être aidés dans leur choix, pour avoir des suggestions, notamment sur des disponibilités, sur des opportunités, peut-être aller ailleurs, dans une autre destination que celle auxquelles ils pensaient initialement. Donc il y a beaucoup de possibilités de leur suggérer des voyages et ainsi de leur permettre d'accélérer aussi leur réservation s'ils sont aidés dans leur choix. Une préparation de vacances, ça peut être évidemment très chronophage. Et enfin, pendant leur séjour, ils sont aussi une majorité à être prêts à partager des données sur leur localisation, sur leurs envies, pour recevoir des suggestions personnalisées et ainsi améliorer leur voyage. Pour finir, on leur a demandé quel type d'informations ils aimeraient recevoir durant leur séjour, justement. Les restaurants-bars sont tout en haut, on le voit là, depuis qu'on a, on a la permission de retourner en terrasse, à quel point les Français avaient envie d'y retourner. Donc voilà, des suggestions sur des restaurants, ça remonte tout en haut. Mais il n'y a pas que ça, on a vu la nature, c'est une aspiration très forte, et donc des idées de circuits, de randonnées, de balades, c'est aussi des domaines qui les intéressent. Et enfin, nouveauté par rapport aux périodes précédentes, il y a maintenant ces contraintes sanitaires, cette pandémie, et donc pour un certain nombre de personnes, si on peut les aider pendant leur voyage à choisir des zones moins fréquentées, d'avoir une information sur les niveaux d'affluence pour ajuster leurs déplacements et leurs visites, ce sont des données pendant le voyage qui sont très, très attendues, ainsi que les contraintes sanitaires pour s'éviter des temps d'attente finalement trop longues dans certaines zones à forte affluence.